Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Cédric Ali, religion, politique, histoire, culture française et du monde entier. Vous pouvez vous abonner, mettre des commentaires, mettre des pouces bleus et n'oubliez pas de mettre la cloche pour avoir les autres revues de presse et les autres vidéos de ma chaîne. L'histoire des rois et des ducs de Lorraine et de Bar, partie 4, de René Ier à René II. Je sais que la vidéo est longue, mais c'est parce que René d'Anjou a vécu plus de 70 ans et avec une vie bien remplie, ce qui fait forcément une vidéo longue. Et comme dirait l'autre, pavé César. Le bon roi René porte les titres de comte de Guise, duc de Bar, duc consort de Lorraine, de duc d'Anjou, de comte de Provence, de comte de Barcelone, de roi de Naples, de roi titulaire de Sicile, de roi titulaire de Jérusalem et de roi d'Aragon. Mais beaucoup de bruit pour rien, parce que ces titres sont bien souvent honorifiques ou de simples prétentions dans la catégorie des « j'aurais voulu mais j'ai pas pu ». Il faut rembobiner le magnétoscope. Car en 1246, Charles, 9e enfant du roi de France Louis VIII le Lion, épouse Béatrice, la fille unique et héritière du comte Raymond Béranger V de Provence, et devient ainsi comte de Provence. À l'occasion de ce mariage, Charles reçoit de son frère, le roi Saint-Louis IX, le comté d'Anjou et de Maine. Charles participe à la 7e croisade en Égypte, mais il est fait prisonnier à la bataille de Mansoura. Avec l'aide des papes Urbain IV et Clément IV, Charles est couronné roi de Sicile. Puis il fait une entrée triomphale à Naples. Charles d'Anjou, de Provence et de Naples est donné comme exemple dans le roman de la Rose. Et si tu n'accordes aucune valeur aux preuves tirées dans les histoires anciennes, tu peux en trouver de nouvelles, contemporaines, prises à des batailles toutes fraîches et belles. J'entends, tu dois le savoir, de la beauté que l'on peut trouver dans les batailles. Il s'agit de Manfred, le roi de Sicile, qui tint longtemps en paix toute sa terre, par la force et la ruse, jusqu'au jour où le bon Charles lui fit la guerre, le comte d'Anjou et de Provence qui est, par l'intervention de la divine providence, le roi actuel de la Sicile, puisqu'ainsi le veut le vrai Dieu qui a toujours été de son côté. Le bon roi Charles, dont je te parle, lui a enlevé non seulement la seigneurie, mais aussi la vie, quand avec l'épée qui taille si bien, au cours de la première bataille, il l'attaqua pour le mettre en déconfiture. Il alla sur son destrier gris, lui annoncer l'échec et mat obtenu par un coup de pion errant, au plein milieu de son échiquier. C'est autour du vers 6630. Page 373 de la traduction d'Armand Strubel. Charles prend alors la tête de la 8e croisade contre Tunis. Puis il achète à Marie d'Antioche le titre de roi de Jérusalem, car celle-ci était en conflit avec Hugues III de Chypre. Un soulèvement populaire à Naples et en Sicile, appelé les Vêpres siciliennes, conduit au massacre des Français en Italie du Sud. Charles est obligé de fuir. Et le roi Pierre III d'Aragon débarque et s'empare de la Sicile. Charles meurt à Foggia et il est enterré à la cathédrale de Naples. Ce Charles Ier d'Anjou est le grand-père de Marguerite, épouse de Charles de Valois, et donc la mère du roi Philippe VI et la grand-mère du roi Jean II de France. Jean II le Bon a pour second fils Louis Ier d'Anjou. À la mort de sa grande tante Jeanne Ier de Naples, ce Louis Ier d'Anjou hérite de ses titres de comte de Provence et de roi de Naples. Mais ni Louis Ier, ni son fils Louis II, ni son petit-fils Louis III n'arriveront à prendre Naples à la dynastie des Anjou de Durazzo, de Charles III, Ladislas et Jeanne II, ni la Sicile de la dynastie des rois d'Aragon, depuis Pierre III de Barcelone jusqu'à Ferdinand III de Trassamare.
Bref, tout ça pour dire que le bon roi René est le fils puiné de Louis II d'Anjou. Il est donc le frère cadet de Louis III d'Anjou. Le bon roi René est né le 16 janvier 1409, durant un des plus froids hivers que la France ait connu, dans une des tours du château d'Angers. Il est élevé par sa mère Yolande d'Aragon, fille du roi Jean Ier d'Aragon et de Yolande de Bar, qui est elle-même donc la fille du duc Robert Ier de Bar et la sœur des ducs Édouard III et Louis Ier de Bar, comme on a vu dans la vidéo précédente. À la mort de son père Louis II, en 1417, René devient comte de Guise. Le 20 octobre 1420, René d'Anjou épouse la future duchesse Isabelle de Lorraine, fille du duc Charles II. Les époux ont 11 ans. En 1424, alors âgé de 15 ans, le futur duc de Bar combat avec son beau-père, le duc Charles de Lorraine, et ils assiègent pendant 37 mois le château du comte Antoine de Vaudémont, le fils du comte Ferry Ier, frère du duc Charles II, et donc du cousin de la duchesse Isabelle, qui réclame l'héritage du duché de Lorraine. Vaincu, le comte Antoine fait alliance avec son puissant voisin, le duc Philippe III le Bon de Bourgogne. Pendant que René est occupé à l'est, John de Lancaster, duc de Bedford et régent de France, au nom du roi d'Angleterre Henry VI, un petit bébé de 9 mois, confisque le comté de Guise en 1425 et le donne à Jean de Luxembourg, comte de Ligny-en-Barrois. C'est le premier effet. J'aurais voulu, mais j'ai pas pu. J'aurais voulu être le prince ou destrier l'argent. En 1425, Isabelle de Lorraine met au monde le premier des 9 enfants de René. Rien à voir avec Céline Dion. La petite Isabelle, qui meurt bébé, puis Jean II, qui deviendra duc de Lorraine, puis en 1427, Louis, qui sera marquis de Pont-à-Mousson, puis en 1428, les jumeaux Nicolas, qui est mort bébé, et sa jumelle Yolande d'Anjou. Puis en 1429, Marguerite d'Anjou. Puis en 1431, 1436 et 1437, naissent 3 bébés qui meurent enfants, Charles, Louise et Anne. Jeanne d'Arc et René Ier. Après le départ de Jeanne d'Arc d'auprès du duc Charles II, de sa rencontre avec le dauphin Charles VII le 23 février 1429, de la libération d'Orléans le 8 mai et du sacre du roi Charles VII dans la cathédrale de Reims le 17 juillet 1429, le futur duc de Lorraine et de Bar, René, apporte officiellement les hommages de ses États au nouveau roi de France. René participe auprès du roi Charles VII et de Jeanne d'Arc à leurs entrées triomphales à Laon, Soissons et Provins, où René signe officiellement un acte d'alliance avec le roi, ainsi qu'à Coulommiers et Compiègne. Le 4 août, le duc John de Bedford quitte Paris avec une armée de 10 000 hommes. Le 15 août, l'armée du régent anglais de France fait face à l'armée du roi de France, à Montépillois, près de Senlis, dont le second corps est dirigé par René et ses Lorrains. Les deux armées se regardent en chiens de faïence toute la journée, en plein soleil. La bataille n'a pas lieu. René s'empare de Pont-sur-Seine, de Chantilly, de Pont-Sainte-Maxence et de Choisy-le-Roi. Puis il installe ses Lorrains à Saint-Denis, parmi les troupes qui assiègent Paris. La Pucelle attaque Paris du 3 au 8 septembre 1429, mais elle est blessée d'un carreau d'arbalète lors de l'attaque de la porte Saint-Honoré. Le lendemain, c'est René qui apporte à l'héroïne blessée et au duc d'Alençon l'ordre royal de se retirer. Jeanne d'Arc participe au siège de Saint-Pierre-de-Moutier et de la Charité-sur-Loire dans la Nièvre, d'octobre à décembre 1429.
Le 23 mai 1430, la Sainte est capturée par les Bourguignons qui assiègent Compiègne, puis vendue aux Anglais le 21 novembre 1430 contre 10 000 livres tournois. Après un procès pour hérésie du 21 février au 23 mai 1431, la martyre est brûlée vive sur le bûcher de Rouen le 30 mai 1431. Le cardinal évêque-duc Louis Ier de Bar meurt le 26 juin 1430. Le duc Charles II de Lorraine meurt le 25 janvier 1431. Le duc René Ier et la duchesse Isabelle doivent faire face le 2 juillet 1431 à Antoine de Vaudémont à la bataille de Bulgnéville à 20 km au sud-est de Neufchâteau. René Ier de Bar et de Lorraine à la tête de 4500 cavaliers et de 6000 fantassins, qui est secondé par Arnaud Guillem de Barbazan, le premier chambellan du roi Charles VII, affronte les 4000 cavaliers et les 5000 fantassins d'Antoine de Vaudémont, qui sont commandés, eux, par Antoine de Toulongeau, un maréchal du duc Philippe III le Bon de Bourgogne. René Ier, sûr de sa supériorité numérique, attaque le premier, mais les archers picards d'Antoine de Toulongeon, positionnés sur une butte, arrêtent net leur attaque, et la mêlée tourne à la confusion. Le maréchal de Toulongeon ordonne aux Coulevrines d'ouvrir le feu, ce qui a un effet psychologique dévastateur. En 1 heure, Arnaud Guillem de Barbazan est tué. Robert de Baudricourt, ex-compagnon de Jeanne d'Arc, prend la fuite pour ne pas être capturé par l'ennemi anglo-bourguignon. Et finalement, René Ier tombe entre les mains d'Antoine de Toulongeon. Et le duc de Bourgogne l'emprisonne dans ses prisons de Dijon jusqu'en avril 1432. La duchesse Isabelle de Lorraine met le siège devant Vézelise, qui est la seconde capitale du duché de Vaudémont. Mais le 1er août 1431, une trêve est signée entre le comte Antoine de Vaudémont et sa cousine Isabelle. Le 6 avril 1432, René obtient d'être libéré provisoirement en échange de ses fils Jean II et Louis comme otages, à Dijon à sa place, mais promet de revenir avant le jour du 1er mai 1435. René Ier promet également le mariage de sa fille jumelle Yolande d'Anjou avec Ferry II, le fils du comte Antoine de Vaudémont. Le 12 avril 1432, la duchesse Isabelle et les évêques de Metz et de Toul se rendent à Lyon pour libérer le duc de Bar. René quitte sa prison le 30 avril et entre à Remiremont le 4 mai 1432. René Ier est de nouveau prisonnier des Bourguignons en 1434, quand Antoine de Vaudémont, vainqueur, voit ses prétentions sur le duché de Lorraine balayées d'un revers de main par l'empereur du Saint-Empire romain germanique, le Serge, Sigismund de Luxembourg, le 24 avril 1434. Puis, quand son frère aîné, Louis III d'Anjou, meurt, sans descendance, le 12 avril 1434, René Ier de Bar, toujours otage, reçoit l'héritage de son frère, le duché d'Anjou, le comté de Provence, et les titres d'héritier des royaumes de Sicile, de Naples et de Jérusalem. René Ier hérite du royaume de Sicile et de Naples après la mort, le 2 février 1435, de la reine Jeanne II de la dynastie d'Anjou de Durazzo. Le roi René désigne sa femme, Isabelle, comme gouverneur. Faut-il féminiser ce mot en gouvernatrice? Jusqu'à sa libération. Une ambassade napolitaine lui demande de venir à Naples. La duchesse Isabelle et son fils Louis, qui a 18 ans, quittent la Lorraine et ils arrivent à Naples le 15 octobre 1435. La nouvelle gérante s'oppose au roi Alphonse V d'Aragon, qui possède déjà la Sicile et qui veut annexer le sud de l'Italie, c'est-à-dire le royaume de Naples. Car la reine Jeanne II de Naples l'avait d'abord choisi lui comme héritier,
Mais comme celui-ci a cherché à renverser Jeanne II et à l'assassiner, celle-ci avait choisi à sa place Louis III d'Anjou. Qui va à la chasse perd sa place. Qui trop embrasse mal étreint. La reine Isabelle reçoit l'aide militaire du pape Eugène IV, mais des tensions dans son armée entre les troupes du cardinal Giacomo Mario Vitellecchi et celles du condottiere Jacopo Caldora paralysent les opérations. Le roi René Ier finit par être relâché contre une rançon de 400 000 écus et il fiance son fils et héritier Jean II, le 3 février 1437, à Marie, fille du duc Charles Ier de Bourbon et d'Agnès de Bourgogne, qui est la sœur du duc Philippe III le Bon de Bourgogne. Le roi René arrive à Naples en mai 1438 et il combat le roi d'Aragon Alphonse V sans succès malgré la résistance de son fidèle lieutenant et chambellan Jean Cossat. Isabelle et le marquis Louis de Pont-à-Mousson retournent en Lorraine en août 1440. Une fois rentrée sur ses terres, la duchesse Isabelle écrase définitivement les rébellions d'Antoine de Vaudémont le 27 mars 1441. René Ier finit par abandonner de pouvoir posséder le royaume de Naples et de Sicile, et il retourne en Provence en 1442, mais en gardant les titres honorifiques de roi de Jérusalem et de Sicile. Bref, la deuxième étape du « J'aurais voulu mais j'ai pas pu ». J'aurais voulu être le prince ou destrier l'argent. Je suis venu te dire que je m'en vais. Yolande d'Aragon, fille unique de Jean Ier d'Aragon et mère de René Ier, meurt le 14 novembre 1442 près de Saumur en Anjou, dans l'actuelle Maine-et-Loire. Le duc René revendique alors le trône d'Aragon, mais celui-ci est passé au frère cadet de Jean Ier, Martin Ier d'Aragon. Lui-même mort sans descendance, le trône fut alors donné par les États d'Aragon à Ferdinand de Trastamare. René Ier revendiquera l'Aragon de 1443 à 1470. En 1443, Charles VII de France est reçu à Nancy par la duchesse Isabelle. C'est là qu'il rencontre Agnès Sorel, demoiselle d'honneur de la duchesse, qui sera la maîtresse du roi et lui donnera 3 filles, officiellement légitimées, les princesses Marie, Charlotte et Jeanne. Charlotte sera la belle-mère de Diane de Poitiers, la maîtresse du roi Henri II. En 1444, l'héritier, Jean II, épouse Marie de Bourbon, comme promis en 1437. Jean II reçoit aussi le titre de marquis de Pont-à-Mousson, après le décès, à 18 ans, de son petit frère Louis en janvier 1445. En juillet 1445, ses parents nomment Jean II gouverneur général de Lorraine. Sa mère Isabelle se retire alors dans son manoir de Launay, près de Saumur, en Anjou, dans l'actuelle Maine-et-Loire. Marie de Bourbon, l'épouse du futur duc Jean II, met au monde le futur duc Nicolas Ier en juillet 1448. Conformément aux dispositions du traité de Tours, où une trêve est actée entre la France et l'Angleterre, dans la guerre de 100 ans, du 1er juin 1444 au 1er avril 1446, René d'Anjou marie sa fille Marguerite le 23 avril 1445 par procuration à Nancy, puis en personne le 30 mai de la même année dans la cathédrale de Westminster avec le roi d'Angleterre Henry VI. À ce mariage, le roi René organise un grand tournoi de chevalerie, le Pas de Nancy. Pas signifiant ici passage, dans le sens où il y a une princesse qui est prise en otage par un dragon et il faut arriver à terrasser le chevalier qui garde la princesse et donc faire le passage, le passage pour réussir à aller à la princesse.
C'est des genres de délires en fait qu'ils avaient dans les tournois, ils s'imaginaient des histoires et tout. Des fois ils faisaient des reconstitutions, des trucs du roi Arthur et tout ça, bref. C'était les délires de l'époque. Maintenant c'est mieux, il y a Secret Story. La nouvelle reine d'Angleterre, Marguerite d'Anjou, fonde le Queen's College à Cambridge dès 1448. Marguerite d'Anjou est également un personnage des pièces de Shakespeare qui concernent son mari Henry VI. Messeigneurs, acclamez ma bien-aimée d'une voix unanime. Longue vie à la reine Marguerite, bonheur de l'Angleterre. Longue vie à la reine Marguerite, bonheur de l'Angleterre. Nous vous remercions tous. My Lord Protecteur, s'il plaît à votre grâce, voici les articles de la paix conclus entre notre souverain et le roi de France, Charles, acceptés pour 18 mois d'un commun accord. Imprimis, il est convenu entre Charles, roi de France, et William de la Pole, marquis de Suffolk, ambassadeur d'Henri, roi d'Angleterre, que le dit Henri épousera la princesse Marguerite, fille de Régnier, roi de Naples, de Sicile et de Jérusalem, et la fera couronner reine d'Angleterre avant le 30e du mois de mai prochain. Item, que le duché d'Anjou et le comté de Maine seront cédés et rendus au roi son père. En 1445, la jumelle, Yolande d'Anjou, fille de René Ier et d'Isabelle, épouse à Nancy son cousin, Ferry II de Vaudémont, fils du comte Antoine de Vaudémont, conformément à l'accord entre René Ier et Antoine, après la bataille de Bulgnéville. En 1446, le roi René organise un second tournoi, avec une centaine de participants, le Pas de Saumur, intitulé « Emprise du château de Joyeuse-Garde ». 2 ans plus tard, le 11 août 1448, le roi René fonde à Angers le second ordre du Croissant, dont le but est d'égaler le prestige de l'ordre de la Toison d'Or créé par le duc Philippe III le Bon de Bourgogne en 1430. Lorsque la guerre reprend entre Henry VI et le roi Charles VII, le futur duc Jean II vient combattre en Normandie en mars 1449. Il participe au siège de Rouen et d'Harfleur de juillet à novembre, de Caen de juin à juillet 1450, et de Falaise et de Cherbourg, qui est libéré par les armées françaises le 12 août 1450. De son côté, le roi René Ier demeure en 1449 au château de Tarascon, qu'il avait fait restaurer de 1447 à 1449, sous la surveillance de Jean de Sérocourt, capitaine et lieutenant de Tarascon, et son proche parent, Regnault de Sérocourt. C'est au pied de ce château, de Tarascon, que le roi René Ier organise en juin 1449 le célèbre tournoi du Pas de la Bergère. En 1450, les bourgeois d'Avignon prêtent à René Ier des sommes considérables qu'il s'engage à rembourser dans les 6 mois, car ces guerres d'Italie lui ont épuisé les finances. Mais, comme on pouvait s'y attendre, le temps venu, il ne peut pas seul rembourser ses emprunts, et les principaux seigneurs et officiers de sa cour lui ouvrent leurs bourses, en échange de quoi il leur redistribue les bénéfices de ses salins du Rhône et des côtes maritimes de Provence, par des lettres patentes datées du dernier jour de février 1451. Parmi ces seigneurs prêteurs figure le sénéchal de Provence, Tanneguy IV de Châtel, le sénéchal d'Anjou, Louis de Beauvau, et son chambellan, Fouquet d'Agoult. En 1453, la duchesse Isabelle de Lorraine, qui était à Saumur, rejoint son mari à Angers, où elle meurt le 28 février, à l'âge de 43 ans. Sa dépouille mortelle est déposée par son époux dans le tombeau qu'il a fait réaliser pour eux dans la cathédrale Saint-Maurice d'Angers. Le roi René Ier transmet le duché de Lorraine à son fils aîné, Jean II, dit duc de Calabre, appellation due aux prétentions napolitaines du roi René Ier. Mais pour lui, il garde le duché de Bar qu'il tient de sa propre famille.
La même année, 1453, René Ier nomme son gendre Ferry II de Vaudémont comme commandant des troupes qu'il envoie en renfort au dauphin Louis XI, fils du roi Charles VII et de Marie d'Anjou, la sœur de René Ier, pour l'aider à combattre le duc Louis Ier de Savoie. René Ier donne à son gendre, Ferry II, l'honneur d'être décoré de son ordre du Croissant. Le 10 septembre 1454, le roi René Ier, veuf, épouse Jeanne de Laval, à l'abbaye de Saint-Nicolas d'Angers, dont le père, Guy XIV, avait participé en 1446 au tournoi de Saumur, et où Jeanne de Laval avait donné aux vainqueurs les 2 prix pour les récompenser. Jeanne de Laval a 24 ans de moins que son époux, mais le couple semble avoir été affectueux. Jeanne et René restent dans les manoirs des environs d'Angers et de Saumur durant 3 années. Le duc Jean II entame un premier voyage en Italie pour aider les ambitions italiennes de son père, René Ier. Il combat tout d'abord en Lombardie en 1453, où son père était allé secourir son allié, le duc François Sforza de Milan, qui était attaqué par les Vénitiens et par le roi Alphonse V d'Aragon, qui s'était lui-même emparé de Naples aux dépens de son père, le roi René. Les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Le 7 février 1454, Jean II arrive à Florence, où il rencontre Lorenzo di Medici, qui deviendra le chef de la République de Florence sous le surnom de Laurent le Magnifique, de 1469 à 1492. Le 22 février, la République de Florence engage Jean II pour 3 ans comme capitaine général des armées. Mais, le 26 janvier 1455, le roi d'Aragon adhère à la paix de Lodi, qui avait déjà mis fin à la guerre entre Milan et Venise depuis le 9 avril 1454 et à Florence depuis le 23 avril 1454. Désormais en paix, la ville de Florence libère de ses engagements le condottiere Jean II, qui quitte alors Florence durant l'été 1455. Jean II part vers Milan, passe par Asti, et il s'installe au château de Seva, dans le Piémont, près de la République de Gênes, où il est repéré le 18 août 1455. En dehors de quelques allers-retours dans la Provence de son père, Jean II reste à Seva jusqu'en mai 1456. Car en mai 1456, le duc Jean II rejoint la cour du roi de France. Le 20 août 1456, le roi Charles VII nomme Jean II comme lieutenant général de la République de Gênes. En effet, la République de Gênes, à terre, en train d'être étranglé par la paix de Lodi, entre les 4 grands royaumes d'Italie, c'est-à-dire Milan, Venise, Florence et l'Aragon, qui possèdent le sud de l'Italie. Et donc, la République de Gênes se place sous la protection du royaume de France jusqu'au 16 avril 1464, où elle passe sous la domination du duché de Milan. En 1456, le roi René Ier confie à son gendre Ferry II de Vaudémont le gouvernement du duché de Bar. Puis, en 1459, il lui octroie la charge honorifique de lieutenant général de Sicile. René Ier et Jeanne de Laval s'installent en Provence de 1457 à 1462. Le duc Jean II entreprend son second voyage d'Italie. Après quelques missions au nom du roi de France dans le Piémont, Jean II, appelé par le doge Fregoso de Gênes, arrive dans le port de Gênes le 11 mai 1458. Et le 15 mai, le doge Fregoso accueille le nouveau gouverneur dans le Castelletto, c'est-à-dire le petit château là où le siège du gouvernement, quoi. L'épopée du duc Jean II de Lorraine, fils de René Ier, continue par la mort du roi d'Aragon, Alphonse V, le 27 juin 1458.
C'était lui qui, en plus de la Sardaigne et de la Sicile, s'était emparé du royaume de Naples, aux dépens du roi d'Anjou en 1442. À sa mort, une partie de l'aristocratie napolitaine fait appel à Jean II, qui porte aussi le titre présomptif de duc de Calabre. Malgré quelques succès face au roi Ferdinand Ier, fils illégitime d'Alphonse V, en étant vainqueur à Sarno en 1460, puis vaincu à Troia en 1462, Jean II apprend la défection du nouveau roi de France, Louis XI, durant l'hiver 1463. Découragé, le duc de Calabre retourne à Florence en mars 1464. Enfin, il se résigne à rentrer en France durant l'été. « J'aurais voulu, mais j'ai pas pu !» J'aurais voulu être le prince ou destrier d'argent. Je suis venu te dire que je m'en vais. J'aurais pas venu. Pendant ce temps-là, dans la perfide Albion, la fille du roi René, Marguerite d'Anjou, et son époux le roi d'Angleterre, Henry VI, de la maison de Lancaster, régulièrement diminués par des périodes de troubles mentaux, sont chassés par le nouveau roi Édouard IV de la maison d'York et doivent s'exiler en Écosse de 1461 à 1470. Toi, séditieux du York, descends de mon trône et jette-toi à mes pieds pour implorer ta grâce et ma merci. Je suis ton souverain. C'est moi qui suis le tien. Par pudeur, descends, c'est lui qui t'a fait du York. Ce n'était que mon héritage, comme le comté. Ton père a été traître à la couronne. C'est toi qui es traître à la couronne en suivant cet usurpateur d'Henri. Qui doit-il suivre, sinon son roi légitime? Un juste Clifford. Et c'est Richard, duc d'York. Et je resterai debout pendant que tu es assis sur mon trône. Il le faut bien et il en sera ainsi, résigne-toi. De 1462 à 1469, le roi René Ier et Jeanne de Laval vivent en Anjou. J'ouvre une parenthèse. Bonjour, bonsoir à tous, j'aimerais ouvrir une parenthèse. Quand j'ai fait il y a quelque temps la vidéo sur le roman de la Rose, j'ai remarqué que le traducteur Armand Strubel, à la note 2 de la page 139, écrit « L'image du cœur, il peut être personnifié et devenir figure agissante. Livre du cœur d'amour et prix de René d'Anjou. » Et en lisant ça, je me suis demandé s'il s'agissait du duc de Lorraine, René Ier d'Anjou. Eh bien, oui. Le roi René Ier d'Anjou a écrit 3 livres. Tout d'abord, Le mortifiement de vaine plaisance en 1455, Le livre du cœur d'amour et prix entre 1457 et 1460, et le traité de la forme et de vie comment on fait un tournoi entre 1462 et 1469. Ces 3 livres sont de relatifs succès au Moyen-Âge. Le mortifiement de vaine plaisance commence ainsi. S'ensuit un petit traité d'entre l'âme dévote et le cœur, lequel s'appelle le mortifiement de vaine plaisance, fait et composé par René, roi de Sicile, duc d'Anjou, par lui mandé et intitulé au très révérend père en Dieu, l'archevêque de Tours, lequel traité fut fait en l'an 1455. Et se commence le poème comme si après s'ensuit. Très révérend père en Dieu, géant par la divine grâce archevêque de Tours, très singulier et de bon cœur collatéral ami. Je, René, vous salue et conforte en toute très charitable dilection. Comme très humble fils de sainte Église, doit ne peut lui faire à son Père spirituel, vous faisant familièrement sentir de mes petites et secrètes occupations, et une entre autres, laquelle, si est que je considérant le temps de l'espace de vie, dont il faut à nous tous rendre compte, lequel se passe courant incessamment comme eau de rivière, sans s'arrêter,
et va sans revenir, et par négligence, souvent se perd sans le pouvoir recouvrer. Après la mort de son épouse Isabelle de Lorraine, le bon roi René rédige ce petit traité de dévotion en prose et en décasyllabes. Ce texte développe une longue allégorie magnifiquement illustrée par Jean Colombe, également connu comme l'illustrateur des très riches heures du duc de Berry. Le roi René fait ce constat. On vous ouvrit les yeux, la lumière, et on m'a agité et éclairé, et j'ai vu une tentation pour l'homme sur terre. Ô toi, mon Créateur, Dieu tout-puissant, souveraine lumière, tu m'as les yeux ouverts en m'admonestant, et m'a tellement illuminé que j'ai vu et connu vraiment que la vie et l'homme sur terre n'est chose pleine que de toute tentation. Hélas, mon vrai Rédempteur, toutefois je sais bien que jamais tu ne veux la perdition de l'âme, ton humble créature. Et tu as créé non pas de toi, ni d'une élémentaire matière, mais de rien. M'a créé, voire vraiment raisonnable, intellectuelle, spirituelle et perpétuellement vivante. Et ta majesté souveraine, fait si capable que à toi et de toi seulement, et non de rien autre quelconque, puis-je être rempli et ressaisi. L'âme du roi René, personnifiée par une femme blanche, se plaint à son cœur. Ah! Cœur téméraire et obstiné dans tes actes, par quel désir de satisfaire ainsi ta vanité t'égares-tu dans un si long endurcissement, obscurcissant la pensée complaisante que tu dois constamment garder présente à ta mémoire de la douleur, de la passion et de la souffrance de mon Sauveur. Dans sa douce patience, voulut endurer pour me faire partager sa gloire. À quoi rêves-tu donc? Implore son pardon et repens-toi, ou tu me mets en tel péril que je ne peux me taire plus longtemps. Deux femmes entrent alors dans la masure auprès de l'âme et de son cœur. La première, qui tient en équilibre le glaive de divine justice sur sa tête, est crainte de Dieu. La seconde, pieds nus et seins nus, un martinet de branchage à la main, et contrition. Ici commence crainte de Dieu à parler, à l'âme ainsi disant: Ô créature charnelle, faite et créée par la volonté de celui très haut et puissant, ouvrier sans lequel rien n'est fait, et par lequel est une et vraiment immortelle lieu. Tes vœux et veillées appartiennent à celui qui est venu vers ton cœur pour te réconforter et redresser tes affaires en bien. Pense à ton fait, sans plus perdre de temps. Ne rêve plus, agis, il est grand temps. N'attends plus de secours d'aucune créature, car nul autre que toi ne viendra plus plaider. Seul, le moment venu, tu seras convoqué sans préavis. Tremble donc de frayeur, car lorsque, par la mort, tu quitteras ton corps, le diable ne manquera pas alors de t'accuser, arguant de tes péchés, et ne cessera pas ses attaques contre toi, en s'acharnant cruellement, afin de t'emmener avec les réprouvés dans le gouffre de l'enfer, où il te soumettra à un horrible tourment qui jamais n'aura de fin. Hélas, pensez à qui voudra, je n'en dis plus si tu veux. Or maintenant, car tard criera, qui ici-bas ria. Puis c'est le tour de contrition de s'adresser à l'âme. La vraie et parfaite bienheureté n'est pas vraiment à mener vie pompeuse, ni être victorieux en armée, ni se trouve en haute domination, ni à avoir prééminence royale, ni en multitude de suites et accompagnement de gens, ni d'avoir richesse infinie en assiette de fertiles pays, ni à posséder plaisants manoirs et somptueux palais, ni seigneurie, forts châteaux et plaisantes cités, ni en abondance d'autres biens, comme pierreries, joyaux et telles choses
dont il se trouve peu. Outre plus, la vraie et parfaite bien heurtée, encore certes, ne se trouve pas en belle stature de membres, en vigueur de corps, en beauté de personne, en subtilité d'engin, ni en exquise éloquence. Outre plus, grand suite et accompagnement de gens sont souvent cause de très désordre et déshonnête dissolution et infini inconvénients. Richesses infinies ne peuvent à mâle peine être amassées sans grande extorsion et inhumaine rapine. L'aise de plaisants manoirs, somptueux palais, etc., font souvent oublier Dieu, et ceux qui vivent, sans se souvenir de lui, Dieu, à leur mort, n'aura souvenance d'eux. Après plusieurs discours, exemples et métaphores diverses, l'âme accepte de sortir de sa demeure et de confier son cœur à crainte de Dieu et à contrition. Crainte et contrition apportent le cœur aux trois vertus théologales personnifiées: foi ferme, espérance et vrai amour, accompagnées par la grâce. Ces trois vertus appellent le cœur à imiter le Christ pour un remake de la crucifixion. Humblement sur l'arbre de la croix, pour l'associer à la très sainte et bienheureuse passion du Sauveur très bon. Chacune le perce d'un clou, tandis que grâce prend sa lance pour donner au cœur le coup de grâce. Le cœur crucifié, apaisé et assagi et sans doute un peu traumatisé, est ensuite rapporté par crainte de Dieu et contrition auprès de l'âme, devenue dévote par la mortification des vains plaisirs. Et le livre s'achève en disant: cette douceur aussi aurait moult goûté, comme je crois le prophète royal soit merveilleusement disant à Dieu, comme est grande la multitude de la douceur que tu as mis à ceux qui te doutent. Et pour ceux, admoneste-toi-t-il en chacun en disant: goûtez et voyez comme notre Seigneur a soif. Hélas, sire Dieu, cette bienheureté, douceur vraie et parfaite, est celle que j'attends, que tu me dois entièrement donner lorsque je serai délié du lien mortel, à laquelle je suis accouplé avec ce cœur que ta grâce a réduit de mal faire à bien, et qui m'appellera pour être participante de ta gloire au saint royaume des cieux, lequel tu verras alors face à face mon Dieu vrai et vif, créateur du ciel et de la terre, tout-puissant et Père durable, seul éternel, Père et Fils et Saint-Esprit, Trinité souveraine. Amen. Le second best-seller, écrit par René d'Anjou, est le Livre du cœur d'amour épris, datant entre 1457 et 1460. Il est composé à moitié en rime et à moitié en prose. Cette œuvre est une synthèse des romans arthuriens et des allégories du célèbre Roman de la Rose de Guillaume de Lorris et de Landemin. Il existe deux principaux manuscrits de référence, le Codex Vindobonensis 2597 de la Bibliothèque nationale autrichienne, qui a été illustré par l'illustre illustrateur et peintre liégeois flamand Barthélemy Dijk. Malheureusement, les illustrations de ce magnifique exemplaire sont incomplètes, avec seulement 16 miniatures, car le peintre est mort avant d'avoir pu remplir les 29 pages blanches réservées pour cela. Le deuxième manuscrit d'importance est le FR 24399 de la Bibliothèque nationale de France, qui comporte 71 miniatures peintes par l'artiste surnommé le maître du retable Bossan. Ce manuscrit est certes complet, mais il est moins beau. Cette œuvre a une trame générale plutôt complexe. Les personnages principaux sont les incarnations de sentiments comme honneur, amour, espérance, jalousie, tristesse, courroux ou soupir. Elle raconte comment Cupidon arrache le cœur d'un poète dans son sommeil,
Puis elle relate la conquête de la très douce Merci par le chevalier Cœur, qui, à la faveur d'un songe, part accompagné de Désir à la poursuite de sa dame Merci. Le chevalier Cœur traverse la forêt de longue attente, le château de Bon Repos, avant de retrouver la douce Merci, qui est retenue captive par refus, par honte et par crainte. Le ton du texte est celui d'un homme désenchanté, au seuil de la vieillesse, pour qui l'amour courtois et le désir sont synonymes d'épreuve et de souffrance. Le livre du cœur d'amour épris commence ainsi. Une nuit en ce mois passé, travaillé, tourmenté, lassé, fortement pensif au lit me mit, comme homme las qui a si mis son cœur à la merci d'amour. Les illustrations de ces manuscrits font un résumé du livre. René rêve qu'amour donne son cœur à Désir. Cœur et Désir arrivent chez Espérance. Désir demande l'hospitalité à Jalousie. Cœur et Désir dans la forêt de longue attente. Cœur lit l'inscription de la fontaine de Fortune. Cœur entre chez Mélancolie. Cœur et Désir sont au pont périlleux. Espérance tire Cœur de l'eau. Cœur et Désir sont au château de Tristesse. Cœur vint Kourou. Désir rencontre le messager d'amour. Hommage de Désir à honneur. Cœur et Désir au château en ruine de Liesse. Comment l'ermite répond au cœur et à ses compagnons à propos d'Espérance. Embarquement du cœur et de Désir. Arrivée sur l'île de compagnie et amitié. Rencontre de courtoisie. Arc de triomphe avec le blason de Jules César, d'Auguste César, de Néron, de Marc-Antoine, de David, roi de Judée, de Thésée, d'Énée le Troyen, d'Achille, d'Hercule, de Paris, de Troïle, de Diomède, de Démophonte, de Lancelot du Lac, de Tristan, de Pontus, d'Arthur de Bretagne, de Louis, duc d'Orléans, fils du roi Charles V, de Jean, duc de Berry, de Louis, duc de Bourbon, de Philippe, duc de Bourgogne, de Charles V, roi de France, de Charles, duc de Bourbon, de René Ier, roi de Jérusalem et de Sicile, de Louis XI de France, dauphin du Viennois, de Charles IV d'Anjou, comte du Maine, le frère de René, de Gaston de Foix, de Louis de Luxembourg et de Louis, sieur de Beauvau, sénéchal de Provence, et donc un proche de René. La façon dont est faite le beau château de Plaisance. Les dessous des choses pendaient sous la voûte, et à cette heure, par là, bel accueil au cœur. Comment bel accueil présente le cœur à amour. Une première pièce de la tapisserie de la salle d'amour. Vers la gauche, une autre avec personnage et inscription. Troisième pièce de la tapisserie avec amour. Quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième, 10e pièce de la tapisserie avec amour. Comment le cœur parle à amour en le remerciant. La première pièce de la tapisserie de Vénus. La deuxième, troisième, quatrième, cinquième et 6e pièce de la tapisserie de Vénus. Parole de Rogier Bontemps. Parole de vieillard. Comment pitié et bel accueil viennent à la porte du manoir de Rébellion, où était douce Merci enfermée, et trouve Dangier. Bel accueil dit au cœur le nom des gens qui tenaient douce Merci enfermée. Donc, le matin, quand je me levai, le papier pris, et j'ai écrit mon songe au plus près de ce que j'ai su. Le troisième succès littéraire de René Ier concerne son traité de la forme et de vie comme on fait un tournoi. Sur la façon artistique, sportive et technique pour organiser un tournoi.
Pendant longtemps, ce livre a été vu comme la suite des grands tournois organisés par la cour dont j'ai parlé, de René d'Anjou, à Nancy, à Saumur, au château de Razilly et à Tarascon entre 1445 et 1450. Mais en réalité, de nombreuses preuves montrent que le texte fut écrit plutôt entre 1462 et 1469. Le roi René invente un nouveau rituel d'organisation et de mise en scène des tournois pour la chancellerie de France, d'Allemagne, de Flandre et du Brabant. Le texte se focalise donc plus sur les préparatifs que sur les combats en eux-mêmes. L'auteur prend l'exemple d'un tournoi imaginaire entre le duc de Bretagne, comme appelant, contre le duc de Bourbon, comme défendant. Le seigneur appelant défie le seigneur défendant, en lui faisant porter l'épée du tournoi par son héros messager. Si le tournoi est accepté, un roi d'armes et 4 juges, 10 heures, sont désignés. Le roi d'armes, accompagné de 4 héros poursuivants, crie le début du tournoi. Oroué, oroué, oroué. Le texte décrit ensuite les armures des participants au tournoi, leurs armes, leurs équipements et leur allure générale. Puis les lices et chauffe-eau, c'est-à-dire les palissades de l'arène. Ensuite, c'est le tour de la description de l'entrée dans la ville où est organisé le tournoi. D'abord l'entrée du seigneur appelant, puis celle du défendant, et enfin l'entrée des juges 10 heures, qui doivent choisir un logis, si possible dans un établissement religieux qui sera marqué à son entrée par une toile peinte représentant le roi d'armes portant les bannières des 4 juges. Un bal a lieu le soir de l'entrée en ville. Le lendemain, les bannières, pennons, c'est-à-dire les étendards triangulaires, et les timbres des participants sont apportés au logis des juges et disposés dans le cloître. Les dames viennent les examiner et peuvent y faire châtier les seigneurs qu'elles reconnaissent pour les avoir médits. Le lendemain, le 3e jour, chacun se rend dans les lices de l'arène pour effectuer le serment du respect des règles du tournoi. Les dames peuvent alors choisir le chevalier d'honneur servant d'arbitre et qui est chargé d'intervenir en cas de combat trop violent. Le jour suivant, le 4e jour, a lieu le tournoi proprement dit, avec l'ordre d'apparition des participants, le déroulement des combats et leur achèvement. Le soir même a lieu la remise des prix aux vainqueurs, effectuée par une dame et 2 demoiselles. Ces dernières sont choisies par le chevalier d'honneur et les juges 10 heures. Le roi René Ier d'Anjou a dédicacé cet ouvrage à son frère Charles IV du Maine. Les œuvres complètes de duc René, époux de Jeanne de Laval, comportent aussi un poème d'amour pastoral intitulé « Regnault et Jeanneton » ou « Les amours du berger et de la bergeronne », dont voici un extrait. À haute voix, tantôt parla, et la pastourelle appela, disant « M'amour, es-tu de là, en Jeanneton ?» Alors elle répondit au ton, et dit « Regnault, viens environ. De la souche et nous asseyons, ici toi et moi. Car il y a très bon requoi, et ici pourront voir sans émoi nos brebis qui, dessous l'eau noie, sentent l'ombrage. Et cela dit, dessus l'herbage, s'assirent sans point d'avantage, l'un près de l'autre, puis du fromage et du pain bis. Et oui, il y a bien un rapport entre le nom de René et de Jeanne de Laval et les noms des personnages du poème, Regnault et Jeanneton. C'est d'ailleurs pour cela qu'à la fin du poème, il est écrit « Ici sont les armes, dessous cette couronne, du berger, dessus dit, et de la bergeronne. » Comme dirait Monsieur Jourdain chez Molière, dans Le bourgeois gentilhomme, acte 1, scène 2.
En plus de ses œuvres, le roi René Ier est aussi un mécène, et il commande ainsi vers 1460-1470 l'ouvrage « Le mystère des actes des apôtres » au frère Gréban. L'un, Simon Gréban, étant chanoine du Mans, et l'autre, Arnoul Gréban, étant dramaturge. Cette longue pièce de théâtre, de plus de 60 000 vers, est divisée en 9 livres racontant l'histoire des apôtres de Jérusalem à leur voyage en Orient, en Inde, en Arménie, en Espagne, en Grèce, en Éthiopie, en Babylonie, en Scythie et à Rome. Le drame se termine par le supplice de Saint Pierre et de Saint Paul. Le mystère théâtral a été joué à Bourges du 30 avril jusqu'au mois d'août 1536. C'est à cette occasion qu'il a été imprimé à Paris entre 1538 et 1540. Fun fact, le livre fait référence à un petit démon marin qui assèche la gorge des ivrognes en leur jetant du sel dans la bouche. Celui-ci s'appelle Pantagruel. C'est ce petit démon qui inspirera à François Rabelais le nom de son géant, Pantagruel, fils de Gargantua, en 1532. Je referme la parenthèse. Je referme la parenthèse. Rentré en France, durant l'été 1464, le duc Jean II de Lorraine se mêle à la politique intérieure française. En effet, il prend part à la Ligue du bien public qui oppose les grands féodaux du royaume, Charles de France, frère du roi et duc de Berry, Charles le Téméraire de Charolais, fils de Philippe le Bon, François II de Bretagne, etc., contre le nouveau roi Louis XI. Le roi de France doit reconnaître sa défaite dans le traité de Saint-Maur le 29 octobre 1465. Et Jean II reçoit les villes de Mouzan dans le nord-est des Ardennes, de Sainte-Ménue dans l'est de la Marne et de Neufchâteau dans les Vosges. Une autre porte des héritages de René d'Anjou s'ouvre pour le duc Jean II. En effet, Pierre V d'Aragon, ancien connétable du Portugal, et choisi en 1463 comme successeur d'Alphonse V par les Catalans, meurt à son tour le 29 juin 1466. Et les Catalans offrent la couronne à René, qui descend des rois d'Aragon par sa mère Yolande d'Aragon, fille du roi Jean Ier d'Aragon. Le 27 août 1466, René d'Anjou accepte le trône catalan, et son fils Jean II ajoute à ses titres celui de primogénite d'Aragon et de prince de Gérone. L'ex-duc de Calabre part de Lyon le 8 mars 1467 et il fait son entrée triomphale le 31 août à Barcelone. Un an plus tard, le duc Jean est contraint de repasser au nord des Pyrénées pour représenter le roi de France, Louis XI, à la signature du traité d'Ancenis, le 10 septembre 1468, entre la France et le duc François de Bretagne. Le roi René passe les années après 1469 jusqu'à sa mort avec sa femme Jeanne de Laval en Provence. Le duc Jean II repart en Catalogne en printemps 1469 et entre dans Gérone le 1er juin, avec Dunois, le lieutenant du roi de France, Louis XI. Cette campagne catalane s'achève par la mort brutale d'une attaque d'apoplexie foudroyante de Jean II, le 16 décembre 1470, à Barcelone, au retour d'un pèlerinage à l'abbaye Santa Maria de Montserrat. Après la mort de son fils, Jean II, le roi René Ier renonce à la possession de la Catalogne. J'aurais voulu, mais j'ai pas pu. J'aurais voulu être le prince ou destrier d'argent. Je suis venu te dire que je m'en vais. Si j'aurais pas venu. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Le comte Ferry II de Vaudémont est mort la même année que son beau-frère, Jean II, le 31 août 1470 à Joinville. Son successeur est son fils René, né le 2 mai 1451. Il a donc 19 ans quand il prend possession du comté de Vaudémont.
Il porte le prénom de son grand-père maternel, Yolande d'Anjou, fille de René Ier. Le successeur du duc Jean II sur la Lorraine est son fils Nicolas Ier, né en juillet 1448 à Nancy. Il a donc 22 ans quand il monte sur le trône lorrain. Le duc Nicolas Ier est fiancé avec Anne de France, fille aînée et préférée du roi Louis XI, depuis le 27 novembre 1461. Celle-ci était alors un bébé de 8 mois. En dot, le roi octroie à Nicolas, le 12 janvier 1467, les seigneuries de Chaumont en Bassigny, en Haute-Marne, de Nogent-sur-Seine, dans l'Aube, de Montigny, en Meurthe-et-Moselle, et de Vaucouleurs, dans la Meuse. En 1468, Nicolas sera envoyé par son beau-père Louis XI pour combattre le duc François II de Bretagne, et il prendra Chantossé et Ancenis dans le pays de la Loire. Enfin, en mai 1470, le roi donne la vicomté de Thouars dans les Deux-Sèvres, avec les seigneuries de Maran et de Berry à sa fille. Nicolas Ier devient ainsi vicomte de Thouars. Quand Nicolas Ier devient duc de Lorraine, le 16 décembre 1470, il décide de s'éloigner de la France et de se rapprocher de la Bourgogne, du duc Charles le Téméraire. Et il accepte, en 1472, de rompre ses fiançailles avec Anne de France et de se fiancer finalement à Marie de Bourgogne, fille unique et héritière du duc Charles le Téméraire. Ce mariage fusionnerait la Lorraine, le Benelux, la Bourgogne-Franche-Comté, mais aussi l'Anjou et la Provence du roi René, avec ses titres et héritages, Jérusalem, Sicile, Naples et Aragon, à la mort du grand-père de Nicolas Ier. Le duc Nicolas Ier participe auprès de Charles le Téméraire à l'invasion de la Picardie et au siège de Beauvais, de juin à juillet 1472. Mais la ville ne fut pas prise, car elle fut défendue par sa population, dont Jeanne Hachette. De son côté, Anne de France épousera à 12 ans Pierre de Beaujeu, âgé de 35 ans, frère cadet du duc Jean II de Bourbon. Elle sera nommée par le testament de son père Louis XI régente du royaume de France pour son petit frère Charles VIII, de 1483 à 1491. En 1473, soucieux de renforcer la puissance du duché de Lorraine, Nicolas Ier tente de prendre la ville florissante de Metz pour en faire sa capitale. Mais les bourgeois de la République messine repoussent son attaque surprise et il doit lever le siège. Alors qu'il s'apprête à réitérer cette entreprise à Metz, Nicolas Ier meurt subitement le 27 juillet 1473 à l'âge de 25 ans. Le roi de France, Louis XI, surnommé l'universel Aragne, est soupçonné de l'avoir fait empoisonner, comme Charles le Téméraire l'avait déjà accusé, le 24 mai 1472, d'avoir empoisonné son frère et opposant Charles de France, duc de Berry, de Normandie, puis de Guyenne, ce qui avait entraîné le siège de Beauvais, dont on a parlé juste avant. Mais s'il ne fut pas marié, le duc Nicolas Ier laissa cependant une fille, Marguerite, bâtarde d'Anjou, qui sera mariée à Jean IV de Chabannes, comte de Dammartin. À la mort du duc Nicolas Ier, le roi Louis XI récupère la vicomté de Thouars, mais le duché de Lorraine revient à sa sœur Yolande d'Anjou, fille jumelle du roi René d'Anjou, et veuve du comte Ferry II de Vaudémont. Yolande d'Anjou et Ferry II de Vaudémont ont eu plusieurs enfants ensemble, dont René, né en 1451 et qui devient le nouveau duc de Lorraine sous le nom de René II, Nicolas, seigneur de Joinville et de Beaufremont, mort vers 1476, Jeanne, mariée en 1474 à Charles V d'Anjou, neveu du roi René Ier, Marguerite, mariée en 1488 au duc René d'Alençon et qui sera béatifié, et Yolande, mariée en 1497 avec Guillaume II, landgrave de Hesse, et qui est morte en 1500. Dès qu'elle hérite,
Yolande d'Anjou donne le duché à son fils aîné, René II. Fun fact, l'image de Yolande d'Anjou a été utilisée dans 3 adaptations, dans lesquelles la fille du roi René est présentée comme une belle princesse aveugle, mais à qui la cécité est cachée, et dont le chevalier de Vaudémont tombe amoureux. Il y a la pièce Kong René Dater, la fille du roi René, du dramaturge danois Henrik Hertz en 1845, un opéra appelé Jolanta des frères Tchaïkovski en 1892, d'après la pièce danoise, et un film muet américain, King René's Daughter, de Eugene Moore, en 1813, qui lui aussi est fait d'après la pièce danoise. Fun fact part 2, dans les années 1960, les faussaires Pierre Plantard et Philippe de Chérissé utilisèrent le nom de Yolande de Bar, épouse de Ferry, seigneur de Sion-Vaudémont, dont la date de naissance correspond à Yolande d'Anjou, dans la liste fictive de grands maîtres de l'organisation secrète du prieuré de Sion. On retrouve ainsi le nom de Yolande dans la thèse farfelue « L'énigme sacrée » des Britanniques Michael Bagent, Richard Leith et Henry Lincoln en 1982. Puis dans le célèbre roman « Le Da Vinci Code » de Dan Brown en 2003, avec le nom de son père René Ier. Comte de Vaudémont depuis 1470, comte d'Aumale et baron d'Elbeuf depuis 1473, le duc René II de Lorraine est officiellement l'allié de Charles le Téméraire de Bourgogne. Mais vu que celui-ci place des garnisons en Lorraine, à Charmes, Darney, Épinal, Neufchâteau et Prégny, le duc se rallie secrètement le 9 juillet 1474 au roi Louis XI de France, lui-même déjà allié aux Suisses, à Édouard IV d'Angleterre et à l'empereur Frédéric III du Saint-Empire romain germanique, le Serge, ce qui isole le duc de Bourgogne. Et le duc René II dénonce officiellement son alliance avec Charles le Téméraire le 9 mai 1475. De son côté, son grand-père, le roi René Ier, établit le 22 juillet 1474 son 3e testament, où il lègue l'Anjou et la Provence à son neveu Charles V d'Anjou, comte du Maine et de Guise, et le duché de Bar à René II. Quand Louis XI, également neveu du roi René Ier, apprend l'existence de ce testament, sous le prétexte de l'absence d'héritier mâle direct, pour hériter de ses duchés en apanage, il envahit le duché d'Anjou le 31 juillet 1474. Louis XI octroie une municipalité à la ville d'Angers en février 1475. Le roi René Ier tente de résister en recherchant l'appui de Charles le Téméraire. De l'autre côté, Charles le Téméraire envahit le duché de Lorraine et occupe Nancy le 24 novembre 1475, dont il veut faire la capitale de ses États. Le duc René II se réfugie à Joinville, fief de son frère Nicolas. Il s'allie aux Suisses et combat à leur côté. La coalition suisso-lorraine défait les troupes de Charles le Téméraire à Grandson, à Grandson, dans le canton suisse de Vaud, le 2 mars 1476, où les Suisses font un énorme butin. Puis, c'est à Morat, en allemand Murten, dans le canton de Fribourg, le 22 juin 1476, que les Suisses taillent en pièces l'armée bourguignonne, et ses mercenaires italiens, anglais et flamands, et son artillerie est totalement détruite et perdue, ainsi que du butin, faisant plus de 10 000 morts. Pendant que le téméraire bourguignon tente de reconstituer son armée, la Lorraine, sous occupation, se révolte, et le duc René II met le siège devant Nancy
le 22 août 1476, dont les occupants bourguignons et mercenaires anglais se rendent le 7 octobre. De son côté, le roi René Ier accueille sa fille Marguerite d'Anjou, veuve de l'ex-roi d'Angleterre, Henry VI, à Aix-en-Provence en 1476. Le roi Louis XI avait payé une rançon de 50 000 écus d'or pour la libération de Marguerite d'Anjou, qui est remise aux officiers royaux le 29 janvier 1476. Toutefois, elle dut faire un testament pour renoncer à l'héritage angevin en faveur du roi Louis XI, le 7 mars 1476, avant de pouvoir partir pour la Provence. Le roi René est ensuite condamné le 6 avril 1476 par le Parlement de Paris pour crime de lèse-majesté envers le roi Louis XI, et il ordonne son emprisonnement. Freeze, you're under arrest. Louis XI envoie au bon roi René ses meilleurs ambassadeurs pour négocier. René Ier, déjà âgé de 65 ans, accepte que l'Anjou revienne à sa mort au roi de France, à condition qu'une pension de 10 000 livres par an lui soit versée, et qu'après sa mort, la Provence revienne à son neveu Charles V d'Anjou, mais dont le roi de France serait aussi l'héritier. Trop vieux pour entamer une guerre contre le royaume de France, le bon roi René accepte et se replie sur la Provence, tandis que Louis XI nomme Guillaume de Sérissé comme gouverneur de l'Anjou et maire de la municipalité d'Angers. De l'autre côté, le 25 septembre 1476, Charles le Téméraire de Bourgogne revient à la charge à la tête d'une nouvelle armée de 10 000 soldats en direction de Nancy. Le 9 octobre, le duc René II l'attend sur les rives est de la Moselle pour l'empêcher de la traverser. Ou le lendemain, les troupes de Charles venant du sud font la jonction avec les troupes de 6 000 hommes du condottiere Nicolas Pietravalle di Monferte, comte de Campobasso, qui lui vient du nord du Luxembourg. La semaine suivante, le 16 octobre, l'armée bourguignonne, forte de 16 000 soldats, traverse la Moselle. Impuissant avec ses 9 000 hommes, le duc René II préfère se replier à Saint-Nicolas-de-Port. 3 jours plus tard, le 19 octobre, sur les conseils de ses capitaines et avec l'assurance que Nancy tiendra un siège de 2 mois, le duc de Lorraine part chercher des renforts chez les Helvètes. Le 22 octobre 1476, Charles le Téméraire met le siège devant Nancy. Ses capitaines bourguignons lui conseillent de lever le siège et de se mettre au chaud à Pont-à-Mousson ou à Metz pour reprendre l'offensive au printemps. Mais le chef bourguignon s'entête. Quelques partisans lorrains harcèlent régulièrement la soldatesque de Charles. L'hiver est rigoureux. À Nancy, le 23 décembre, on abat les chevaux et on chasse les chiens, les chats et les rats pour se nourrir. L'eau gèle dans les puits et on enlève du bois des toitures pour pouvoir se chauffer. Le moral des troupes du Téméraire s'enlise dans les chaussettes et les désertions se multiplient. Même le chef mercenaire, Campobasso, déserte avec 180 cavaliers le 31 décembre. Et bonne fête de fin d'année, bonne santé! Le duc René II réussit à engager 9000 mercenaires suisses, financés par Louis XI, et 8000 soldats alsaciens le rejoignent à Saint-Nicolas-de-Port. Un détachement bourguignon envoyé en éclaireur le 2 janvier 1477 est surpris et taillé en pièces. Le comte de Campobasso et ses mercenaires se rallient au duc de Lorraine le 4 janvier. René II a réussi à rassembler une armée de 20 000 hommes. Charles le Téméraire lui oppose moins de 4 000 soldats. La confrontation a lieu le dimanche 5 janvier 1477
à l'emplacement de l'actuelle église Notre-Dame de Bon Secours au sud de Nancy. René II et ses capitaines, sur les rapports de ses éclaireurs, décident de contourner l'armée bourguignonne par le bois de Sorupt, pour l'attaquer par le flanc. Et pour donner le change, un petit détachement est envoyé avec à sa tête Vautrin-Vis par la route allant tout droit de Saint-Nicolas-de-Port à Nancy, droit en face de l'armée du Téméraire. L'effet de surprise est total. Josse de Lalin, gouverneur de Hollande, Zélande et Frise et amiral de Flandre, reçoit le premier assaut. Il est grièvement blessé et fait prisonnier. Le condottiere napolitain Giacomo Galeotto, blessé, s'enfuit vers le nord. Le condottiere Campobasso, qui a trahi Charles de Bourgogne, tient quant à lui le pont de Bouxières, au nord de Nancy, et massacre tous les fuyards, ne faisant prisonniers que les seigneurs importants comme Olivier de la Marche ou le baron Jean Ier de Talmay. Même les Nancéens, défenseurs de la ville, se permettent de faire une sortie et de piller le camp bourguignon. Pierre de Blaru, qui est un conseiller du duc René II, et qui participe à sa campagne contre Charles le Téméraire à Épinal et à Nancy de 1475 à 1477, et qui sera administrateur de l'hôpital Notre-Dame de Nancy de 1489 à 1495, puis chanoine du chapitre de Saint-Dié de 1495 à sa mort le 23 novembre 1510, écrit en latin un poème épopée de 5044 vers, intitulé Nonseidos, et divisé en 6 livres. Il sera imprimé par Pierre Jacobi à Saint-Nicolas-de-Port, avec des gravures en 1518, après la mort de Pierre de Blaru. En 1840, Ferdinand Schütz en donnera une très belle traduction en français, avec le latin, en 2 tomes, sous le titre La Nancéide ou la guerre de Nancy. Le poème dit dans sa traduction: les sons de la trompe helvétique, de la trompe de Granson et de Morat retentirent alors de nouveau. Pardonne à une terreur légitime, ô lion de Bourgogne. Tu peux toi-même connaître alors la crainte. Tes gardes, fidèles, ne pourront sauver ni tes jours, ni les leurs, malgré le courage avec lequel ils reçoivent le choc impétueux des ennemis sanglants qui les environnent. Le Lorrain triomphe de ses audacieux rivaux, fait tomber devant lui les batteries, les coursiers, les combattants et les obstacles d'une fortune longtemps ennemie. Après que le glaive eut décidé heureusement la victoire en faveur de la bonne cause et assuré le succès de René, les Nancéens ouvrent pour la première fois leurs portes. Les citoyens sortent des murs qui les ont tenus captifs et viennent joindre leur valeur à celle de leurs frères. Ils immolent ce qui reste d'ennemis. Le glaive se plonge dans la gorge et perce les entrailles d'une profonde blessure. La colère se montre cruelle. Dans La Nancéide, livre 6, tome 2, pages 221 et 223. Ensuite, on s'empresse de retourner tous ces monceaux de morts pour y chercher le duc de Bourgogne. On ne le trouve pas. Il redoute l'adversaire qui a pu leur échapper. Et de nombreux guerriers vont fouiller au loin les bois et les retraites où pourrait se cacher le prince fugitif. Leur ardeur ne veut plus laisser d'asile à cet éternel ennemi de la paix. Mais il se trompe. Il ne cherche pas son salut dans la fuite. Après sa défaite, il est resté immobile. Elle l'est encore. Bien loin d'exciter la course de son cheval rapide et d'éviter les combats, le duc de Bourgogne, si la mort lui a laissé ce titre, tient ferme maintenant contre ses ennemis. Seul, il n'en redoute ni des centaines, ni des milliers.
Aucune lance, aucun glaive, le bruit d'aucune charge de cavalerie ne pourrait aujourd'hui l'émouvoir. Dans la Nancéide, livre 6, tome 2, pages 231 et 233. Pendant que Charles courait rallier ses deux ailes dispersées par l'ennemi, ou pendant qu'il cherchait peut-être à fuir, emporté par son noir destrier, il passe dans ce lieu fatal, et le marais termina la course du prince. S'inclinant malgré lui sur le cou de son cheval qu'il entraîne en sa chute, le duc, naguère si puissant, et maintenant si malheureux, maudit les destins contraires. Charles, ici tu vas trouver ta mort. Ô 5 janvier, où est notre victoire? Ces paroles dernières s'échappent avec effort de ses lèvres mourantes que couvrent la fange et la neige. Dans la Nancéide, livre 6, tome 2, page 235. En effet, ce n'est que le surlendemain, sur les indications de Baptiste Colonna, un des pages du comte de Bourgogne, qu'il a vu tomber à proximité de l'étang Saint-Jean, que le corps méconnaissable du téméraire est retrouvé et identifié, ainsi que celui de Jean Rubempré, qui fut nommé par Charles comme gouverneur général de Lorraine, et qui est mort à ses côtés. Le lieu de cette découverte macabre est alors marqué par une croix, qui aujourd'hui correspond à la place de la Croix de Bourgogne. Le corps de Charles le Téméraire est ensuite déposé à l'emplacement de la grande rue de Nancy, marqué des pavés formant la date 1477, avant d'être finalement inhumé dans l'église collégiale Saint-Georges, servant de crypte commune au duc de Lorraine, comme le rappelle la Nancéide. Le corps est fait de terre, il doit y retourner. Clément et pieux, ton rival aura soin d'honorer tes restes mortels par de pompeuses funérailles. Et cette piété dans la victoire lui attirera l'admiration de tous les princes que porte la vaste surface du globe. Pourquoi, se diront-ils, n'imitons-nous pas sa conduite? Ta mort seule fera donc la gloire du vaillant René. Sa renommée se répandra au loin. L'Arabe, le noir indien, le berceau du soleil et les mers où cet astre descend connaîtront le nom d'un prince aussi célèbre. Oui, l'honneur de ta défaite suffira pour assurer au duc de Lorraine l'immortalité de la gloire. Dans la Nancéide, livre 6, tome 2, page 251. À la mort de Charles le Téméraire, le roi Louis XI s'empare d'une partie des États bourguignons, le duché de Bourgogne et la Picardie, au détriment de Marie de Bourgogne, fille du Téméraire, qui épouse en urgence Maximilien de Habsbourg, fils de l'empereur Frédéric III du Serge, pour sauvegarder la Franche-Comté de Bourgogne, le Charolais, la Flandre et l'Artois dans son héritage. Le duc René II fait construire la basilique Saint-Nicolas de Port à partir de 1481, pour la gloire du duché. Puis bâtir sur les lieux de la bataille de Nancy l'église Notre-Dame de Bon Secours à partir de 1484. En souvenir de la défaite de Charles le Téméraire, duc des États bourguignons, la ville de Nancy adopte comme emblème le chardon lorrain et la devise latine Non insultus premor, qui signifie nul ne s'y frotte sans dommage, et qu'on peut comprendre dans le sens de qui s'y frotte s'y pique. Le duc René II déclare le 5 janvier comme jour de la fête nationale de la Lorraine. Tous ses successeurs organiseront chaque année un défilé dans les rues de Nancy, jusqu'à son abolition par Antoine Martin Chaumont de la Galésière, chancelier français en Lorraine, sous le roi Stanislas. Les yeux ne souffriront plus de la fumée. L'épouse adultère sera agréable au mari fidèle. La discorde fera les délices des amis de la paix.
le fardeau plaira aux malheureux qui l'accablent. Avant qu'une langue humaine puisse exprimer la joie qu'éprouvèrent le peuple et le duché de Lorraine en cette grande journée du 5 janvier. Ajoutons qu'au repas du soir, à la veillée de l'Épiphanie, chaque maison eut son roi, autant de familles, autant de rois ou de reines, que les convives couronnent de feuillage ou d'or, si toutefois ils le peuvent. Dans la Nancéide, livre 6, tome 2, page 255. De l'autre côté, le roi René Ier meurt à Aix-en-Provence le 10 juillet 1480, à l'âge de 71 ans. Les Provençaux désirent garder auprès d'eux la dépouille du bon roi René, mais sa seconde épouse, Jeanne de Laval, décide malgré tout de respecter les dernières volontés de son époux et de le faire enterrer dans la cathédrale Saint-Maurice d'Angers, aux côtés de sa première épouse, la duchesse Isabelle de Lorraine. Seules ses entrailles doivent rester à Aix-en-Provence, dans le couvent des Grands Carmes, pour lequel il avait commandé à Nicolas Froment la réalisation en 1476 du triptyque du buisson ardent, que je vous montre en ce moment. Pour cela, elle utilise une ruse de Sioux à la manière de l'évasion de Carlos Ghosn. 1 an après le décès de son époux, Jeanne de Laval s'empare du corps nuitamment et le dissimule dans un tonneau de vin. Ainsi cachée, à bord d'une embarcation, la dépouille s'éloigne discrètement sur le Rhône. Son corps arrive à Angers le 18 août 1481. Il est enseveli le 1er octobre. Son cœur est déposé au couvent des Cordeliers d'Angers, qu'il avait fondé le 25 novembre 1452, et plus précisément dans la chapelle Saint-Bernardin qu'il avait édifiée pour recevoir le reliquaire contenant cet organe. Le tombeau du roi René Ier sera complètement détruit à la Révolution en 1794. Il n'en reste plus rien, sauf un dessin de Guénière. Le sarcophage de marbre noir sera vendu à un marbrier. À sa mort, l'Anjou est réannexé au domaine royal par Louis XI. Et la Provence est héritée par le neveu du roi René Ier, Charles V d'Anjou, qui est d'une santé fragile et sans enfant, et qui meurt à son tour le 10 décembre 1481 à Marseille, à 35 ans. La Provence est alors annexée au domaine royal par Louis XI, mais le comté de Guise est hérité par Louis d'Armagnac, fils de Louise d'Anjou. J'aurais voulu, mais j'ai pas pu. J'aurais voulu être le prince ou destrier d'argent. Je suis venu te dire que je m'en vais. Si j'aurais voulu. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? On dit que partir c'est mourir un peu. Partir c'est mourir un peu. D'après le livre de Dante Augustin Calmet, Histoire de la Lorraine, tome 5, l'universel Aragne, Louis XI fit publier au mois de septembre suivant un manifeste portant que le duché de Bar, lui, appartenant tant par droit successif de la reine sa mère, Marie d'Anjou, que par la mort du roi René, son oncle, et par la double cession que lui avait faite Marguerite de Lorraine, reine d'Angleterre, de ses droits et prétentions sur le Barrois et sur les autres états du roi René, et les grandes sommes que Louis XI avait avancées pour la rançon de cette princesse. Il avait, de l'avis de ce conseil, fait prendre et mettre en sa main le dit duché, et en appréhender, pour et en son nom, la possession et pleine jouissance, ainsi que faire le pouvait et devait. Et plus bas il est écrit « Cependant, Yolande et René occupèrent le surplus du Barrois, et y exercèrent quantité d'actes souverains. Ils demeurèrent seulement privés de la capitale et de ses environs, que Louis XI retient tandis qu'il vécut. Mais, étant mort le 30 août 1483, le roi Charles VIII, son fils,
rendit la ville de Bar et ce que Louis XI avait possédé du Barrois à Yolande et à son fils René II. Don Auguste Calmet, dans Histoire de la Lorraine, tome 5, colonnes 394 et 395. Pour apaiser ses relations avec René II, Louis XI lui accorde des droits concernant le duché de Luxembourg et le comté de Bourgogne, par une lettre patente datant de juin 1478 à Arras. Dès le début du règne du jeune Charles VIII, en 1484, Louis II d'Orléans, le futur roi de France Louis XII, se révolte contre la régence d'Anne de Beaujeu, la fille de Louis XI, et la sœur aînée de Charles VIII. Il se lance alors dans la première phase de la guerre folle, avec l'alliance du duc François II de Bretagne, du duc René II de Lorraine et d'autres comtes. Louis II d'Orléans tente d'enlever le roi, Charles VIII, mais échoue, car Anne de Beaujeu fait irruption dans la chambre du roi, ayant été prévenue à temps. Il est alors placé en résidence surveillée à Gien. Le 17 janvier 1485, il tente de soulever Paris, mais sans succès. Il s'enfuit à Alençon, puis à Orléans, puis vers Beaugency, dans le Loiret. Le 9 août, François II de Bretagne consent à une trêve pour 1 an, qui est signée le 2 novembre 1485. Le duc René II profite de cette paix de Bourges pour se retirer de la coalition. Une seconde phase de la guerre folle reprendra de juin 1486 à novembre 1488. Et François II de Bretagne meurt le 9 septembre 1488. Et sa fille et héritière, Anne de Bretagne, épousera le roi Charles VIII en 1491, puis Louis II d'Orléans en 1499, devenu depuis 1 an le nouveau roi Louis XII de France. Divorce du duc René II avec Jeanne d'Harcourt, 1485. René avait épousé, dès l'an 1471, Jeanne d'Harcourt, fille unique de Guillaume, comte de Tancarville, et de Yolande de Laval, dame de Camors et de Mauriac. Il demeura 4 ans avec elle, comme avec sa femme, mais voyant que ni le temps ni l'art des médecins ne pouvaient la rendre habile à devenir mère, il s'en sépara et demeura encore 4 ans sans poursuivre la dissolution de son mariage. Il en commença la poursuite vers l'an 1480. La princesse s'étant retirée en Normandie, l'official de Toul nomma des commissaires pour entendre les raisons des parties. Sur leur rapport, on tint à Toul, le lundi 8 août 1485, une assemblée de savants ecclésiastiques et de jurisconsuls, et l'on y conclut, sur le rapport des médecins, que le mariage était nul, René ayant obtenu de l'official de Toul une sentence qui déclarait la nullité de ce mariage, il lui permettait de se remarier, à qui il jugerait à propos. Il épousa, en 1485, la princesse Philippa de Gueldre. Et je dis Philippa, mais là aussi c'est Philippe en fait, mais c'est juste que Philippe ça me perturbe, parce que c'est un nom de mec, donc je préfère dire Philippa. Philippe, je sais où tu te caches. Viens ici que je te bute, enculé. Jeanne d'Harcourt se soumit à ce jugement, et René lui assigna 2000 livres de rente. Ce prince était alors âgé d'environ 33 ans. Philippa de Gueldre était fille d'Adolphe d'Aiguemont, duc de Gueldre, et de Catherine de Bourbon. Et cette jeune princesse était alors à Orléans, dans la cour de Madame de Beaujeu, sa tante. Le contrat de mariage se passa à Orléans le 28 août 1485, et la cérémonie des noces se fit en un même lieu le 1er de septembre de la même année. Il y eut à cette occasion de très grandes réjouissances. La princesse fut amenée en Lorraine peu de temps après, et fit son entrée à Nancy dans le même mois de septembre. Dom Auguste Calmet, dans Histoire de la Lorraine, tome 5, colonne 410.
La duchesse Philippale de Gueldre met au monde un enfant survivant jusqu'à l'âge adulte, Antoine, qui sera duc de Lorraine et de Bar, Claude, qui sera sire de Joinville, duc d'Aumale et duc de Guise, Jean, qui sera cardinal et évêque de Toul, de Metz et de Verdun, Louis, qui sera évêque de Verdun, puis comte de Vaudémont, et enfin François, qui sera baron de Lambesc. En 1488, les sujets et une partie de la noblesse napolitaine se révoltent contre le roi de Naples, Ferdinand Ier, fils illégitime d'Alphonse V d'Aragon, qui avait vaincu le duc Jean II, duc de Calabre à l'époque. Révolte des Napolitains contre le roi Ferdinand, 1487. 4 ou 5 mois avant son départ, il était arrivé en Italie une révolution, qui aurait pu lui être avantageuse, s'il avait su en profiter. Ferdinand, roi de Naples, exerçant plusieurs violences envers les seigneurs et les peuples du pays, ceux-ci se soulevèrent contre lui, et résolurent de se donner au pape Innocent VIII. Ils lui envoyèrent des députés, et le prièrent de les prendre sous sa protection, et de leur donner du secours contre Ferdinand. Innocent fit partir peu de temps après son neveu, avec une armée. Les seigneurs qui l'attendaient se donnèrent à lui, et lui prêtèrent serment de fidélité au nom du pape. Ils engagèrent ensuite les Vénitiens dans leur ligue. Et pour se fortifier encore davantage, ils députèrent au duc René, lui offrant la couronne de Naples, et l'exhortant à venir promptement se joindre à la tête de l'armée des confédérés. René ne pouvait alors pas passer en Italie, n'ayant pas les forces nécessaires pour une telle entreprise. D'ailleurs, il se flattait de se faire rendre quelque justice par la cour de France, et sa présence y était nécessaire pour la solliciter. Il se contenta donc de nommer Jean, bâtard de Calabre, le fils donc de Jean II de Calabre en fait, son lieutenant au royaume de Sicile, et lui en fit expédier un très ample pouvoir à Lunéville, le 30 d'octobre 1486. Au mois de janvier suivant, Jacques de Beauvau, seigneur de Tigny, fut envoyé vers le pape Paul II pour lui demander l'investiture du royaume de Naples. René est invité à se rendre à Naples, 1488. Mais d'un autre côté, plusieurs courtisans traversaient ces bonnes dispositions en faisant entendre au roi, Henri VIII, qu'il devait songer à lui-même. Puisque le royaume de Naples lui appartenait, ils firent venir à la cour des gens qui présentèrent des écrits pour prouver ce qu'ils avançaient. On nomme Étienne de Vere, sénéchal de Beaucaire, et le général Brissonnet comme les principaux auteurs de ces écrits. Le roi les écouta, et le duc de Lorraine étant déjà arrivé à Lyon, et se disposant à passer à Gênes par la Provence, reçut des ordres du roi de n'aller pas plus avant, et de ne pas entreprendre sur le royaume de Naples, qui appartenait à sa couronne. D'ailleurs, son entreprise était à demi échouée, car la lenteur dont il avait usé, ses amis et ses alliés d'Italie, las de l'attendre, les uns s'étaient raccommodés avec Ferdinand, et les autres trouvèrent des prétextes pour se détacher de son alliance. Ainsi, René fut obligé de contremander son artillerie, qui était déjà arrivée à Avignon, et de s'en retourner en Lorraine. Raconté par Dom Auguste Calmet dans Histoire de la Lorraine, tome 5, colonne 417-418. L'intervention de Charles VIII en Italie lancera le cycle des 11 guerres d'Italie, qui s'étendent jusqu'en 1559. Et pendant ce temps-là, le 12 octobre 1492, Cristoforo Colombo découvre l'île de Guanahani, qu'il nomme San Salvador, aux Bahamas, les Indes occidentales, West Indies. San Salvador. Revenons à l'histoire. Au commencement de l'année 1507, René retourna à Nancy, plus occupé des affaires de son salut que de celles de la terre. Ensuite, il revint à Bar-le-Duc,
sur la fin de l'année 1508. Et comme il aimait passionnément la chasse, il voulut encore en prendre le divertissement, en chassant au loup. Mais il tomba malade d'apoplexie à Fain, près de Bar, et il mourut le 10 décembre 1508 à l'âge de 57 ans. Avant sa mort, il fit venir ses fils et leur donna des avis salutaires. Il les exhorta à honorer leur frère aîné, le duc Antoine, comme leur seigneur, à s'entraimer et à vivre dans une parfaite concorde, à respecter la duchesse leur mère, à prendre soin de la sépulture et des funérailles de leur père après sa mort. Après quoi, il leur donna sa bénédiction à tous les seigneurs, ses amis qui étaient présents, et à tous ses sujets absents. Il recommanda au duc Antoine, son fils aîné, de gouverner ses sujets en père plutôt qu'en maître, à gagner leur cœur. Dom Auguste Calmet, dans Histoire de la Lorraine, tome 5, colonne 453. Son tombeau se trouve dans l'église des Cordeliers de Nancy, surmonté d'un amphieu Renaissance polychrome. Il fut violé à la Révolution française en 1793. Et c'est la fin de l'histoire des rois et des ducs de Lorraine et de Bar, partie 4, de René Ier à René II. Et dans la prochaine vidéo, ça va commencer avec l'histoire du duc Antoine et ses frères. Et quand il y en a marre, il y a les Malbars. Et surtout les Malvaraises. Je n'habite pas sous un Tipeee, mais vous pouvez mettre un pouce bleu ou vous abonner. Salut!